Ce jeudi 12 octobre 1972, l'équipe de rugby du Old Christians Club quitte sa ville natale de Montevideo en Uruguay dans la bonne humeur. Ils étaient contents de faire le voyage à travers l'Argentine et les Andes jusqu'à Santiago, au Chili, où ils allaient jouer un match contre une autre équipe. Les 19 joueurs emmenaient avec eux 21 amis et membres de leur famille, ce qui ajoutait à l'ambiance festive. Ils savaient que ce serait une expérience inoubliable, mais jamais ils se seraient doutés que ce voyage les forcerait à se battre pour rester en vie et les mènerait sur un chemin tellement sombre qu'ils en ressortiraient changés pour toujours. Le trajet de 1339 km aurait pris plus de 20 heures par la route. L'équipe a donc décidé de faire les folies en affrétant un avion à double turbopropulseur Fairchild de l'armée de l'air uruguayenne avec son équipage de 5 militaires. Le pilote, le colonel Julio César Ferradas, totalisait 5117 heures de vol à son actif, dont 29 vols à travers les Andes. Le vol à travers l'Argentine se déroule sans incident, mais à l'approche des montagnes, la météo empire. Il décide donc de passer la nuit à l'aéroport international de Mendoza au pied des Andes dans l'espoir que les conditions s'améliorent. Le lendemain, le temps n'avait pas changé. Mais ils ne voulaient pas retarder encore plus leur voyage. Ferradas a alors une décision importante à faire. Il peut prendre la route directe vers Santiago, qui n'était qu'à 196 km de là. Mais ça aurait été très délicat, car ça les aurait obligés à monter à des altitudes de près de 7900 mètres, et le maximum pour l'avion était de 8530. Et il formait aussi son nouveau copilote, le lieutenant-colonel Dante Héctor Laguara. Il décide donc de prendre le chemin le plus sûr et voler vers le sud jusqu'au col Planchon, où il pouvait traverser à une altitude plus basse. Le trajet de 926 km serait d'environ 90 minutes. Il quitte donc Mendoza à 14h18. Le temps est encore orageux et la visibilité très mauvaise. Ils doivent donc compter sur leur radionavigation et aussi y aller à l'aveuglette. À 15h21, le copilote Laguara communique par radio à la tour de contrôle de Santiago pour dire qu'ils ont traversé les montagnes et virent vers le nord. Il reçoit l'autorisation de descendre à 3500 mètres d'altitude pour le dernier tronçon vers l'aéroport. Ils commencent leur descente, mais il devient clair que quelque chose ne va pas vraiment. Des turbulences extrêmes secouent violemment l'avion et les pilotes se battent désespérément pour reprendre le contrôle. La peur se transforme vite en horreur quand ils percent les nuages et voient que les pilotes avaient mal estimé leur location et qu'ils sont toujours dans les Andes. Ils n'avaient aucune chance d'éviter cette collision. L'avion heurte la montagne avec une force énorme, arrachant l'aile droite et la queue du fuselage. L'aile gauche s'écrase ensuite au sol, en voyant son hélice se cisailler dans le corps de l'avion. Puis le fuselage heurte le sol et dérape comme un toboggan, avant de s'arrêter d'un coup contre un banc de neige. Cette personne avait été éjectée de l'avion lors de l'accident, et leur corps était introuvable. Parmi les passagers et membres d'équipage restants, 5 avaient été tués, dont le pilote et aussi le seul médecin de l'équipe. La nuit tombe et apporte avec elle une froideur amère. Et les survivants se rendent sinistrement compte qu'ils sont coincés à des milliers de kilomètres de toute civilisation, sans aucun moyen de contacter les sauveteurs, à cause de la douceur du climat de leur ville natale. Ils ne sont pas du tout préparés aux températures glaciales et n'avaient pas de vêtements chauds. C'était la première fois que la plupart voyaient même de la neige. Ils se blottissent en utilisant le bout restant du fuselage comme abri. Le copilote Laguara, qui est grièvement blessé, supplie un des passagers de trouver son arme dans ses bagages et le tuer pour mettre fin à ses souffrances. Il refuse, mais Laguara et 4 autres personnes meurent la première nuit et une autre le premier jour. En plus d'essayer de se réchauffer, les survivants ne pouvaient pas faire grand-chose à part attendre que les sauveteurs les trouvent. Ils voient les avions qui les cherchent, mais comme le fuselage est blanc, ils se fondent dans la neige et est impossible à voir du ciel. Ils essaient de signaler à l'aide en écrivant SOS sur l'avion avec du rouge à lèvres récupéré dedans, mais ça échoue. Et en attendant d'être secourus, survivre devient leur ultime combat. Ils rassemblent la petite quantité de nourriture qu'ils peuvent récupérer et la rationnent très strictement. Ils mettent en point un système pour faire fondre la neige en eau potable, des lunettes improvisées pour lutter contre la cécité des neiges, et trouvent une petite radio à transistor avec laquelle ils peuvent entendre les transmissions des équipes de recherche. Quand ils arrivent au bout de leur nourriture, tous les survivants continuent à chercher frénétiquement quelque chose de comestible. Ils déchirent le rembourrage en espérant que les sièges étaient remplis de paille. Mais c'est fait de mousse de rembourrage qu'ils essaient quand même de manger. Ils mangent le cuir, qu'ils retirent des valises, ce qui le rend malade à cause des produits chimiques qu'il contient. 9 jours plus tard, un autre passager meurt.
Le 10e jour, ils entendent l'annonce dévastatrice à la radio, selon laquelle leur recherche est stoppée. Il n'y a plus aucun espoir qu'ils soient secourus. Ils doivent donc se sauver eux-mêmes. Cette nuit-là, les 27 personnes encore en vie se réunissent pour discuter. Plusieurs sont blessés et ne sont pas physiquement capables de sortir des montagnes. Leur seule chance de survie est de faire sortir une ou plusieurs personnes pour trouver un village, ce qui est pourtant impossible dans leur état de famine gravement affaibli. Ils ont donc surtout besoin d'une certaine forme de nourriture pour survivre. C'est la première fois qu'ils discutent ouvertement d'une chose horrible qui n'avait été que murmurée en petits groupes. Il n'y a qu'une seule source de nourriture disponible, et c'est les corps de leurs amis décédés. Ils sont fervents catholiques et puisent leur force dans le verset de la Bible Jean 15,14 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il conclut un pacte selon lequel, si un d'eux meurt, ils sont d'accord pour que les autres mangent leur corps, pour qu'au moins certains d'entre eux aient une chance de survivre. Ils étaient convaincus que leur compagnon mort aurait pensé pareil. La décision prise, ils serrent les dents et commencent à découper la chair du corps de leurs amis en longues et fines lanières. Ils laissent ces bandes gelées et se forcent à avaler leur premier repas, écœurant de chair humaine crue. Pendant les jours qui suivent, ils deviennent plus efficaces dans ce processus de boucherie. Pour améliorer le goût, ils font rôtir la viande sur un feu dès qu'ils le peuvent. Mais quand ils n'arrivent pas à faire le feu, ils doivent manger la chair crue. 3 des membres les plus forts, Nando Parrado, Roberto Canessa et Antonio Vincentini, sont choisis pour lancer les expéditions, alors que les autres survivants s'occupaient de leur camp de fortune. Ces 3-là étaient chargés de garder leur énergie et leur force pour retourner à la civilisation et envoyer de l'aide. Mais malheureusement, leurs plans sont retardés quand une avalanche frappe au milieu de la nuit du 29 octobre, enterrant le fuselage et tuant 8 membres du groupe. Et il faut 3 jours aux survivants restants pour sortir de la neige. Dans les jours qui suivent, les survivants réussissent à localiser la queue de l'avion. Ils déchirent le rembourrage et le cousent pour faire un sac de couchage assez grand pour accueillir les 3 hommes qui partent. Parrado, Canessa et Vincentini commencent leur mission désespérée le 12 décembre, pile 2 mois après le crash de leur avion. Et 3 autres personnes sont mortes depuis. Il ne reste que 16 survivants. Les 3 hommes se battent avec désespoir contre le mal de l'altitude, la cécité des neiges et l'épuisement. Ils gravissent la montagne à l'ouest, atteignant le sommet de près de 5180 mètres en 3 jours. Ils s'attendent alors à voir le paysage verdoyant du Brésil de l'autre côté. À leur grande horreur, la seule vue qui les attendait était encore plus de montagnes. Pour conserver les ressources, les 3 décident que Vincentini retournait au fuselage le lendemain. Il en reste donc que 2, Nando Parrado et Roberto Canessa, qui avaient ni équipement de randonnée ni expérience d'escalade. Ils passent les 10 jours suivants à marcher sur un terrain accidenté et difficile, avec juste leur instinct pour les guider. Finalement, ils trouvent un ruisseau et le suivent en descendant. Le 21 décembre, ils repèrent un berger à cheval de l'autre côté de la rivière. Ils essaient de crier, mais il ne les entend pas à cause du bruit de l'eau. Parrado lui lance une note expliquant leur situation catastrophique et lui demandant quand il reviendrait pour les secourir. L'homme stupéfié leur lance 2 miches de pain et écrit un seul mot en réponse de l'autre côté de la rivière. Demain, le 22 décembre, des hélicoptères arrivent et Parrado les guide vers le fuselage où les 14 autres survivants attendent. Les hélicoptères ne pouvant pas transporter tout le monde d'un coup, 6 des survivants sont secourus et une petite équipe de médecins reste pour s'occuper des 8 autres, qui passent encore une nuit sur le site de l'accident. Le matin du 23 décembre, 72 jours complets après l'accident, le dernier des survivants est secouru. Ils étaient tous en insuffisance pondérale grave, mais n'avaient aucune blessure grave. Ils parlent tout de suite ouvertement de leur expérience et demandent pardon aux familles de leurs amis décédés. Les familles répondent avec compassion. Un prêtre vient recueillir leurs aveux. Il leur parle longuement et leur dit qu'aucun péché n'a été commis, puisqu'ils avaient tué personne, mais qu'ils avaient juste fait ce qu'il fallait faire pour survivre. Les survivants de l'accident sont restés proches et ont visité le site de l'accident à plusieurs reprises. L'un est décédé d'un cancer en 2015, à l'âge de 79 ans. Mais les 15 autres se réunissent encore chaque année, le 22 décembre avec leur famille. En 2017, au moins 140 personnes se retrouvaient à cette célébration de la vie. Le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne est désormais connu sous le nom de El Milagro de los Andes, ou le miracle des Andes. Plusieurs survivants ont écrit des livres sur leur horrible épreuve et leurs histoires ont inspiré des films, livres et documentaires. Si vous voulez en savoir plus sur leur fondation ou envoyer un message à un d'eux ou tous les survivants, vous pouvez aller sur leur site officiel. Le lien est dans la description. Alors, quelle est votre opinion sur le cannibalisme? Vous pensez que c'est justifié dans ce cas ou vraiment jamais? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.